Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour les nouveaux, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager si vous avez aimé la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du métier de chercheur. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que les gens, lorsqu'ils entendent chercheur, ils voient seulement l'enseignant-chercheur, alors qu'il y a plusieurs opportunités ou bien formes d'emploi que vous pouvez faire dans l'enseignement ou bien dans la recherche. Je vais peut-être vous choquer, mais nous sommes quelque part tous des chercheurs. Pourquoi? Parce que le chercheur est celui-là qui a une question ou un problème et cherche à donner une solution ou une réponse à ce problème ou à cette question-là. Donc, dans notre quotidien, nous faisons face à des problèmes, nous observons des phénomènes que nous ne comprenons pas et nous nous posons des questions. Donc, quelque part, nous sommes tous des chercheurs. Le chercheur, de façon générale, est un enquêteur, un expérimentateur, un enseignant, un communicant, un rédacteur, un aventurier. Et pour mener à bien toutes ces activités, il doit faire usage de son esprit critique, respecter les normes et les règles établies. Quand on parle de normes et règles établies ici, on fait allusion à des méthodologies déjà qui respectent un certain canevas. On fait allusion aussi à des outils qui respectent une certaine norme. Un chercheur travaille généralement dans un laboratoire qui est rattaché à une tutelle. Et on peut avoir trois types de tutelles. On peut avoir une université, c'est-à-dire le laboratoire peut être attaché à une université, qu'elle soit publique ou privée. Le laboratoire peut être un centre national de recherche ou un organisme de recherche public. Généralement, là, il est question du gouvernement. Par exemple, au cas du Cameroun, on a le MINRESI, le MINSEP, l'ANAFOR, l'IRAF. Toutes ces institutions peuvent être considérées comme des tutelles publiques. On a aussi des organismes de recherche scientifique privés ou des entreprises. En ce qui concerne les laboratoires qui sont rattachés à une université comme tutelle, on peut avoir plusieurs types de chercheurs. Il faut comprendre qu'on a des enseignants-chercheurs. Là, on parle des maîtres de conférences et des professeurs d'université. On peut avoir des gens qui font un post-doc, c'est-à-dire après ton PhD, tu peux avoir un contrat, tu vas travailler pour une université, tu peux ou pas encadrer des étudiants, mais tu dois faire des publications. On a aussi ce qu'on appelle les professionnels de recherche. Peu de personnes connaissent cette fonction. Les professionnels de recherche, ils ne sont pas là pour donner cours. Pas du tout. Ils sont juste là pour assister le professeur dans ses activités. Okay? Vous allez voir des gens qui sont dans le laboratoire, ils ont une tâche spécifique, bien précise. Peut-être parce qu'ils savent manipuler une machine, peut-être parce qu'ils ont des connaissances pratiques ou bien techniques. Donc, eux, on les appelle des professionnels de recherche. Et ces professionnels de recherche-là, c'est un métier qui est méconnu du public. Tu n'es pas obligé de donner cours. On a aussi ce qu'on appelle des auxiliaires de recherche. Généralement, les auxiliaires de recherche, on parle ici des étudiants. Lorsqu'on parle des laboratoires qui sont attachés à une institution ou à un centre national de recherche, dans certains pays, certains gouvernements mettent l'accent sur des axes stratégiques, pour le développement, ou bien pour faire face à des problèmes dont rencontre la société. Dans des pays, par exemple, où ils n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, ils vont mettre un accent sur, par exemple, le secteur agricole. Et ça, c'est pour booster. Donc, ces laboratoires-là vont être là pour mettre en place des stratégies et des programmes pour pouvoir booster le secteur agricole. C'est la même chose lorsqu'on parle de l'environnement ou de l'innovation et autres. Dans certains pays, il y a ces institutions-là. Par exemple, au Cameroun, on a l'ICRAF, on a l'ANAFOR, on a l'IRAD et bien d'autres. Là, je parle juste des laboratoires qui sont rattachés à des institutions publiques ou bien gouvernementales. C'est pour ça que je mets entre guillemets publiques. Parce qu'en réalité, ce sont des institutions gouvernementales. Lorsque, par exemple, vous avez un pays qui fait face à la sécheresse,
Le gouvernement, dans sa politique de développement, peut dire, bon voilà, pour réduire la sécheresse, il faut qu'on mette en place des projets de reboisement. Ce qui est le cas par exemple dans le Nord Cameroun. Ou bien on met en place des activités génératrices de revenus pour que la population ne ressente pas trop le poids des changements climatiques. Donc, autant d'axes stratégiques, de projets, de programmes peuvent être développés par le gouvernement. On a aussi ce qu'on appelle des organismes privés. Et ça, c'est encore un secteur qui est méconnu du public africain. Ici, il s'agit des industriels. En réalité, tout ce qui vous entoure et tout ce que vous consommez provient de la recherche. Tu peux être un chercheur, mais tu travailles pour le secteur privé. Je m'explique. À l'heure où je vous parle, il y a des centaines de milliers de chercheurs dans les sociétés d'Apple, Huawei, BMW, Toyota, sans faire de publicité bien sûr, qui sont au four et au moulin, en train de chercher un nouveau concept, un nouveau procédé, une nouvelle technique. Si on vient par exemple dans le cadre des véhicules, ils sont en train de chercher un nouveau moteur qui consomme moins, avec mais peut produire plus de puissance. Donc en réalité, vous pouvez être un chercheur, mais vous travaillez pour une industrie privée. C'est toujours de la recherche, croyez-moi. Chaque fois qu'une marque de téléphone sort un nouveau produit, il y a des gens qui sont assis quelque part dans un laboratoire pour voir comment ils peuvent améliorer la qualité de la caméra, comment ils peuvent améliorer la qualité de la batterie du téléphone. Donc tout ça, c'est la recherche. Mais généralement, les gens se limitent uniquement quand ils entendent chercheur à l'enseignant-chercheur, alors qu'il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est la même chose quand on part d'un secteur à l'autre. Donc, ne vous limitez pas seulement au fait que si vous devenez chercheur, vous allez seulement être dans une université et enseigner. C'est faux. Vous avez plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Comme je le disais, vous pouvez travailler pour une université, vous pouvez travailler pour une institution publique, vous pouvez aussi travailler pour une entreprise, mais dans le secteur privé. Donc ça, ce sont des choses que généralement les gens oublient ou bien peu de personnes savent. Dans la vidéo qui suit, on vous présente un peu les avantages et les inconvénients de chaque type de tutelle. Si on décide de faire une carrière de chercheur dans le milieu universitaire, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le plus grand avantage, c'est la liberté de recherche. En effet, dans le milieu académique, il suffit d'avoir une subvention pour pouvoir étudier un sujet. On est constamment en train de se réinventer, on est constamment à la fine pointe de la science et il y a une belle atmosphère de collaboration dans la communauté internationale, un échange d'idées et on a vraiment l'impression d'être aux premières lignes de la science théorique et expérimentale. L'inconvénient, malheureusement, c'est la précarité. On est très dépendant des subventions qui sont allouées à chaque année aux professeurs ou aux groupes de recherche auxquels on est relié. Plus on est spécialisé, plus on est amené à bouger. Donc, c'est possible que dans 5 ans, on se fait couper, il faille déménager de ville ou même de pays pour trouver un emploi dans notre champ d'expertise. Malgré tout, l'emploi de professeur est assez difficile. On gère un laboratoire et en plus, il faut faire des demandes de bourse et en plus, il faut enseigner des cours de haut niveau. Une autre forme que la carrière de chercheur peut prendre, c'est de travailler dans un centre national de recherche. C'est un peu un compromis entre l'académique et le privé. Ici, on a une structure qui est beaucoup plus hiérarchique, en forme de pyramide, mais l'atmosphère est beaucoup plus professionnelle. Il y a peu ou pas d'étudiants, donc tout le monde se dédie à pleine journée à faire la recherche elle-même. On a une moins grande liberté du sujet de recherche, puisque souvent les directives de recherche nous viennent de plus haut et ultimement du gouvernement qui est en place. Cependant, il faut savoir que les sujets qui sont étudiés sont souvent d'une grande importance pour la société. On parle d'écologie, d'énergie renouvelable, de moyens de transport, de nouveaux matériaux ou même d'astronomie. L'autre approche, celle que moi j'ai choisie, c'est de travailler dans l'industrie privée. Ici, on fait de la recherche et développement pour une entreprise. On a bien sûr beaucoup moins de liberté dans le choix de ce sur quoi on va faire la recherche, mais il y a d'autres avantages. En fait, on travaille sur quelque chose qui a des impacts concrets dans le monde de tous les jours. L'horizon de recherche, c'est pas 10, 15, 20, 30 ans, c'est plutôt 1, 2 ou 5. Donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui va servir à quelqu'un l'année prochaine. Moi, je travaille pour une compagnie d'instrumentation dans le domaine du contrôle non destructif.
Ça veut dire qu'on crée des instruments dont le but, c'est de trouver des failles, des cracks ou de la corrosion dans des structures en acier, comme des ponts et des pipelines. Ça veut dire qu'à tous les jours, je contribue à créer et améliorer des instruments qui sont utilisés partout à travers le monde dans le but d'inspecter des structures pour éviter des désastres écologiques. Il y a une très grande satisfaction à créer quelque chose de concret qui va être vendu et utilisé partout à travers le monde. C'est une fierté qui est différente, bien sûr, de celle de publier dans un grand journal scientifique, mais ça va dépendre du type de personne. Pour ceux qui ont plus un côté ingénieur et concret, bien sûr, le milieu industriel est très attrayant. Ici, quand on dit faire la recherche, il s'agit effectivement de piloter des sujets de recherche. Un chercheur, c'est pour mission d'administrer le laboratoire. Dans l'administration du laboratoire, il a plusieurs activités. Il doit coordonner les étudiants, c'est-à-dire les membres de son laboratoire. Il doit même animer la communauté. Parce que dans certains laboratoires, il y a en fonction du boss, entre guillemets, c'est-à-dire du superviseur, il peut mettre dans le laboratoire l'esprit de compétition. Tu n'es pas là pour demander à l'autre ce s'il pense que tu peux faire ça ou ça. Non, chacun cache son travail et cherche à découvrir quelque chose de magnifique. Et là, je sais pas, ça c'est l'avantage et ses inconvénients. Dans d'autres laboratoires comme celui où je travaille, ici on est plus dans l'harmonisation. On se consulte. Okay? Ça aussi c'est l'avantage et ses inconvénients. Par exemple, si tu as une idée et que tu es encore en train d'hésiter sur ton idée, peut-être ton voisin peut te chipper l'idée. Mais aussi dans la consultation, si tu es bloqué quelque part, l'avantage c'est que il peut te donner une information ou il peut te donner une méthode qui te débloque et ça te permet d'avancer dans ton travail. Donc, le chercheur aussi est là pour animer toute cette communauté du laboratoire là. D'accord? Il doit acheter le matériel, il doit payer les étudiants, il doit organiser les conférences, il doit organiser même parfois des ateliers de formation, t'envoyer même aussi dans d'autres universités pour te faire former. Ça arrive parce qu'il signe parfois des coopérations, des accords bilatéraux entre des universités. Le chercheur doit aussi enseigner et encadrer les étudiants, bien entendu. Ici, on parle des étudiants de licence, master, doctorat, même du postdoc. Par contre, ce qui est intéressant dans l'enseignement, c'est que dans l'enseignement et l'encadrement, c'est que lorsque tu enseignes, lorsque tu fais la recherche, par exemple, si tu es un enseignant-chercheur, ce que tu apprends ou tu appliques dans le laboratoire, tu peux facilement le transmettre à l'étudiant parce qu'il y a un contact direct. D'accord? Donc, du coup, il est plus facile pour toi de partager l'information, de transmettre cette information parce que tu es en train de travailler dessus et tu as une meilleure maîtrise, connaissance du sujet. Le chercheur peut avoir des financements répondant à des appels de projets. Il peut avoir des financements en participant à des projets nationaux. C'est-à-dire, le gouvernement lance un appel d'offres et vous, puisque généralement, ça ne concerne pas uniquement votre laboratoire, mais un seul chercheur. C'est généralement une équipe de personnes qui sont réparties dans plusieurs pays ou bien plusieurs universités et vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'il peut participer à des projets nationaux ou bien il peut répondre à des appels d'offres. Le chercheur peut aussi obtenir des financements en constituant des dossiers de demande de subvention. Et enfin, il peut aussi, parmi tant d'autres, il peut signer des contrats avec des industriels. Ici, quand on parle de signer des contrats avec des industriels, c'est parce que vous pouvez aider une société à développer un procédé ou un produit. C'est-à-dire, moi, en tant qu'expert, je peux dire, bon voilà, afin de produire ce produit, vous n'avez pas besoin de 2 heures. Et je vous propose un autre process qui est plus rapide, plus efficient. Et dans ce process, par exemple, il va consommer moins d'électricité, il va vous réduire même la main d'œuvre. Donc du coup, vous pouvez aussi signer des partenariats avec des industriels. Il faut juste que vous trouviez
ce dont ils ont besoin, mais vous améliorez ce qu'ils ont déjà, les acquis. Voilà, vous pouvez améliorer les acquis. Normalement, le secteur industriel devait déjà être très avancé au niveau de la recherche et on devait mettre de l'accent dessus parce que c'est ça qui apporte des solutions concrètes à la population et à la société. Donc, comme on ne peut pas faire toutes nos activités de recherche avec l'argent versé par le ministère, eh bien les chercheurs, comme moi, on est obligé de répondre à des appels d'offres de financeurs potentiels, alors qui sont à tous les niveaux. Et quand je parle de financement, c'est pas 5 000 euros. Ça peut aller on va dire sur l'année, de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à des millions d'euros. Alors effectivement, c'est pas pour un chercheur. En général, c'est pour un projet. Et un projet qui réunit différents chercheurs qui ont décidé de travailler ensemble et de collaborer. Donc il faut regarder ça, et quand on a un appel d'offres, quand on pense que nous on a des compétences, et on a des sujets qui pourraient rentrer dans l'appel, parce que les appels sont très ciblés, il y a des mots-clés, il y a des sujets, il y a des thèmes qui sont vraiment spécifiques, eh bien on doit rédiger un projet, mais très détaillé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment va-t-on le faire? Avec qui allons-nous le faire? Combien de temps ça va nous prendre? De quoi avons-nous besoin en frais? Il faut tout détailler. Et avant de partir dans cette phase rédactionnelle, eh bien évidemment, il faut trouver des partenaires. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des collègues dans notre propre laboratoire ou dans des laboratoires ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Il faut travailler ensemble. Donc il va falloir discuter d'abord. Quand on voit l'appel d'offres apparaître, on discute. Est-ce qu'on est d'accord pour travailler ensemble? Si oui, sur quoi? Il faut se mettre d'accord sur le projet scientifique en lui-même. Et après, il faut se lancer, il faut rédiger le projet, ce qui ne se fait pas en 5 minutes, croyez-moi, ça prend des jours. Et derrière, il faut voir qui fait quoi, avec qui on travaille. Et ensuite, quand on a un budget qui est alloué dans l'appel d'offres, il faut se partager les fonds. C'est-à-dire qui a besoin de quoi, de combien, et est-ce qu'en dispatchant entre les différents partenaires du projet, est-ce que le budget alloué par l'appel d'offres est suffisant? Donc, mon métier de chercheur, outre la recherche, outre l'enseignement, parce que je suis aussi enseignant, eh bien, c'est surtout de rédiger des projets pour essayer avoir de l'argent pour travailler dessus. Donc, c'est en fait un parcours du combattant pour avoir ces budgets. Alors effectivement, quand vous avez un projet qui est financé, c'est super. Vous avez de l'argent pour travailler, vous avez un projet qui est bien construit en général, et vous avez des partenaires, des collègues avec qui travailler. Et souvent, on a aussi des projets avec des collègues qui sont dans d'autres pays, ce qui est passionnant en soi, parce qu'on peut voir comment ça se passe dans les autres pays, et surtout on a des compétences apportées par tous les collaborateurs qui sont complémentaires. Donc voilà un peu comment ça marche, le monde merveilleux de la recherche scientifique. Maintenant, qu'est-ce que le chercheur fait de ses résultats? Il exploite et diffuse ses résultats. J'avais fait une vidéo où je disais qu'en Afrique, on n'exploite pas et on ne diffuse pas assez nos résultats. Et j'avais dit l'importance de les exploiter et de les diffuser. Donc ici, on vous montre clairement que le chercheur doit exploiter et diffuser ses résultats. En faisant quoi par exemple? En publiant des articles scientifiques, en favorisant la collaboration entre les unités de recherche, en communiquant dans les colloques et congrès scientifiques et en déposant des brevets d'invention. Le brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui protège une innovation technique. Elle peut concerner un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème donné. Dans chaque jour, il y a des choses qui sont améliorées et cette amélioration provient des chercheurs. D'accord? Donc lorsqu'on vous parle de chercheurs, ne voyez pas uniquement l'ancien chercheur. Il y a tellement d'opportunités qui s'offrent à vous. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Surtout n'oubliez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.